Bonsoir et bienvenue à tous. Je m'appelle Pedro Mota, conseiller formation à HEC Paris. Ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir parmi euh, cette présentation d'une masterclass qui va être présentée par Franck Seda. J'ai avec moi donc Franck Seda, le directeur académique des certificats finance, aussi un diplômé de notre master spécialisé en gestion financière Hervé Belon, et également donc la responsable du programme Sarah Marquinet qui sera là aussi avec nous. Donc, j'aimerais juste par commencer de vous parler un peu de l'histoire de HEC. Donc, c'est une école qui a été fondée en 1881, qui a une grande diversité de profils à haut potentiel, mais aussi nous produisons des nouveaux savoirs en management. C'est un leader mondial dans les executive education et nous avons encore professoral au cœur de la création. Donc, nous avons plus de 50 000 diplômés dans le monde. On a aussi 137 enseignants à plein temps et 65% de corps professoral à l'international. On est reconnu également sur la scène internationale. Depuis plus de 8 ans, nous sommes classés parmi les meilleures business schools en executive education. Je vais passer donc la parole maintenant à Franck qui va nous présenter dans un premier temps les certificats en finance et juste après, il va démarrer avec cette masterclass avec une thématique très intéressante et d'actualité, donc les valorisations boursières dans l'ère post-Covid. À vous, Franck. Merci beaucoup à toi, Pedro. Bienvenue à tous. Je vois qu'il y a à peu près une vingtaine de participants. On va démarrer tout doucement. Il est 18h32. Donc, l'avantage du virtuel, c'est qu'on est beaucoup plus à l'heure. Mais ça fait aussi partie des principes du certificat finance. C'est que vous verrez qu'on est à l'heure. Donc, comme l'a dit Pedro, donc moi je m'appelle Franck Seda, j'ai une double vie pour ceux qui me connaissent, mais je vous rassure, mon épouse est au courant, puisque je suis à la fois banquier d'affaires, je fais des opérations de rapprochement, de levée de fonds d'entreprise, et également enseignant de finance depuis maintenant plusieurs années au sein d'HEC, et je suis professeur affilié. Et je suis directeur académique donc du certificat finance, qui est un de nos best-sellers en fait historiques au sein de ce qu'on appelle HEC Executive Education, qui est l'entité qui s'occupe de la formation professionnelle continue pour les cadres et pour l'ensemble des participants et qui leur permet de renforcer leurs compétences et notamment bien sûr en finance. Donc ce soir, on va faire en fait une masterclass un peu générique sur le certificat pour vous présenter comment ça fonctionne. Et ensuite, je parlerai du sujet qui, je constate, vous a enthousiasmé un mardi soir à 18h30 sur les valeurs boursières dans l'ère post-Covid. Je salue la présence, et je la remercie, de Sarah Marniquet, dont Pedro a parlé. Sarah m'épaule dans l'organisation des certificats. Et pour ceux qui ont la chance, et je vois certains noms d'ailleurs de gens qui ont déjà eu la chance de faire partie du certificat, qui se sont connectés, eh bien, Sarah est un atout précieux puisqu'elle elle est votre point de contact privilégié et surtout, elle m'assiste dans l'organisation et administrative, pédagogique et professionnelle du certificat. Alors, on a préparé une petite présentation pour accompagner cette masterclass et je vais vous la mettre. Normalement, vous devriez la voir. Pedro, je pense que tu dois pouvoir la voir. C'est bon. Voilà. Alors, peut-être un petit mot sur notre certificat, les certificats, comme je viens de vous le dire. Donc, en fait, il y a une innovation cette année. On a souhaité dissocier et offrir à nos participants deux certificats de finance. Un certificat qui s'appelle Analyse et évaluation d'entreprise et un certificat qui est plus sur le financement d'entreprise et les fusions-acquisitions. Cela permet en fait d'élargir l'audience possible de ces certificats. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient déjà des bases en analyse financière
et qui n'avaient pas envie d'en refaire. Certains avaient d'ailleurs suivi d'autres programmes au sein d'HEC Executive Education. Et à contrario, on a des gens qui voulaient uniquement entendre parler de M&A, de financement d'entreprise. Et donc, on a fait ça. Alors, pour vous les présenter rapidement, ces certificats ont des points communs. Ils ont des points communs qui sont représentés sur ces slides. Ils sont progressifs dans le sens où la pédagogie a été conçue sur l'idée d'une progressivité du certificat et de la pédagogie afférente, c'est-à-dire de la montée des capacités, des notions, etc. Ils sont intensifs. Il ne faut pas se cacher que c'est une de nos différences pour ceux qui réfléchissent à une formation professionnelle continue. Nous pensons qu'il est mieux de regrouper les participants pendant une semaine dans un endroit quand c'est possible et qu'il n'y a pas le Covid, ou dans un endroit virtuel quand il y a le Covid, pour pouvoir les faire travailler en groupe et progresser ensemble. Et donc, c'est des semaines assez intensives qui sont bloquées dans vos emplois du temps et sur lesquelles vous êtes attendus, je dirais, de façon très, très présente, parce qu'on va vous demander d'écouter, de participer, de travailler sur des cas, de faire des contrôles d'acquis. Et donc, c'est vraiment intensif. Ils sont qualitatifs puisque le feedback qu'on a, les classements qu'on a, etc., et les évaluations de ces certificats sont toujours extrêmement intéressants pour nous et riches, puisqu'ils montrent que les participants apprécient la qualité des intervenants, et aussi la qualité des supports qui leur sont remis, la qualité des cas. Et j'imagine que le témoin qu'on a invité ce soir vous en dira plus tout à l'heure sur ce qu'il a vécu. Ils sont collectifs puisqu'il y a un travail en groupe. Moi, c'est cette dynamique de groupe à chaque fois qui m'impressionne. Il y a un groupe qui arrive, de gens qui ne se connaissent pas, qui travaillent ensemble pendant 2 fois 4 semaines ou 4 fois 4 semaines, et qui se connaissent, qui gardent des liens, qui font partie de la communauté HEC et qui continuent à échanger après, qui se font des groupes WhatsApp et qui me donnent des nouvelles. Et on a tous des liens avec eux, ils ont tous des liens entre eux, ils font des événements pendant le séminaire, et ça, c'est très attachant et on le souhaite comme ça. Et il y a aussi une prise en main collective, c'est-à-dire que personne n'est laissé sur la route, comme on peut l'imaginer dans certains cas, puisque en fait, on met les gens sous la même pression, mais ils ne réagissent pas selon les sujets. Certains sont mieux armés que d'autres. Et donc, il y a aussi cette entraide et il y a aussi cette progressivité collective, je dirais. C'est individuel puisque vous avez des travaux individuels à rendre. Et notamment, il y a un élément important dans le certificat et qui est très différenciant aussi par rapport à nos concurrents, c'est un DSF, un diagnostic stratégique et financier. Et ce DSF, en fait, est un travail d'analyse financière approfondie et d'évaluation approfondie que le participant fait sur une entreprise de son choix, et il est coaché pour le faire. C'est-à-dire qu'on met à sa disposition un tuteur qui est un type très senior, qui a une belle expérience en finance d'entreprise et qui va l'aider à progresser sur ce travail d'analyse selon une méthodologie qui est définie. Et ça prend du temps. Ça prend bien sûr un temps d'analyse, un temps de réflexion, un temps de production. Et le tuteur est là à la fois pour encadrer la progression individuelle du participant et également, bien sûr, l'aider à aller plus vite et à aller au mieux. Il est interactif puisqu'on a énormément d'espaces virtuels. On l'a vu cette année, d'ailleurs, ça a été particulièrement frappant cette année avec ce qui s'est passé, où les sessions ont dû avoir lieu uniquement en digital compte tenu du confinement. Et donc, on a réussi à maintenir un bon niveau d'interactivité. Avec aussi, on a des espaces d'e-learning entre chaque session pour que les participants puissent préparer leur session. Il y a même des petites vidéos qu'on a fait faire en partenariat avec BPI France pour permettre aux participants de se mettre à niveau si ils ont eu un petit coup de mou entre un module ou un autre. Et donc, c'est très, très sympa. Et surtout, c'est notre grande fierté, et Pedro vous en dira plus que moi, c'est un career booster. C'est-à-dire que tous les gens qui sont passés par ce certificat finance, et plus généralement par le master, le certificat est une des briques du master de gestion financière, et bien tous les gens qui sont passés par ces certificats finance
nous disent tous, maintenant, en fait, j'ose lever la main dans les réunions internes, j'ose m'exprimer parce que je comprends de quoi on parle, et mon patron m'a regardé différemment, et donc j'ai eu de nouvelles responsabilités. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous, c'est notre plus belle récompense pour nous, directeurs académiques, que ce soit Alexandre Lamy qui travaille sur le master ou moi-même qui soit responsable de direction académique des certificats finance, c'est vraiment notre gratification. Et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour recevoir ce type de mail 6 mois, 1 an après. Et souvent, on a aussi des gens qui sont en réflexion professionnelle, ils veulent faire une transition en profitant en fait d'une période de formation pour pouvoir élargir leurs compétences. Et c'est après, en fait, ils se vendent mieux puisqu'ils sont plus à l'aise sur certains sujets qu'ils connaissaient mal ou qu'ils ne connaissaient pas de façon suffisante. Voilà en un mot les certificats. Alors voilà les dates du premier certificat, donc qui est le certificat analyse financière et évaluation. Donc on fait un diagnostic de la performance financière passée et future. On fait l'évaluation et on met en place des techniques d'évaluation. Et puis, vous avez donc 2 modules de 4 jours, comme vous voyez, enfin de 5 jours ouvrés, pardon, du lundi au vendredi, et donc très intensif. On commence à 8h30. On est, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de pandémie, on est à Jouy-en-Josas sur le campus. Et le premier module, c'est le mois de mai, donc c'est le plus sympa en termes de météo. En juillet, il peut faire chaud et on bosse, mais il y a une atmosphère très agréable et c'est très intense. Donc voilà pour le premier certificat. Et là, vous retrouvez le diagnostic stratégique financier dont je vous ai parlé. Dans le deuxième certificat, là, on se concentre sur le financement d'entreprise et les opérations de croissance externe. Donc, c'est le certificat, je dirais, le plus abouti en finance d'entreprise qui existe dans les programmes de l'Executive Education. On parle beaucoup de politique financière, des choix de politique financière. Est-ce que les politiques de financement peuvent créer de la valeur ou pas? Et on essaie de comprendre et voir comment se financent les opérations de M&A, notamment on regarde les opérations de LBO, les opérations de fusion-acquisition. Et ça, c'est ce que j'appelle le certificat d'automne. Il y aura également un travail individuel qui sera l'objet d'un tutorat et qui visera à analyser une opération de croissance externe ou une opération de financement. Donc à nouveau, là, on vous met en situation et on vous coach. Encore une fois, c'est une de nos différences. Là, je voulais rapidement vous présenter une semaine type, donc c'est celle qui vient d'avoir lieu, vous voyez, il y a 15 jours, on vient de la terminer. Elle a été notée 4,75 sur 5 par tous les participants, donc c'est notre plaisir aussi, alors qu'elle était en digital, donc pourtant, Dieu sait que c'est très différente du présentiel. Et vous voyez, il y a un mélange de praticiens, donc Pierre-Yves Berthet, par exemple, un homme qui fait du M&A chez Vivendi, Michael Ouas est un juriste, Patrick Legland, c'est un de mes collègues professeurs affiliés, Madame Guédira, qui est venue présenter, c'était très intéressant, la politique financière d'un groupe dans les pays émergents, est directeur financier de l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui est un des premiers groupes marocains. Et puis, comme vous voyez, beaucoup d'écoutes de cas, de vécu de Alexandre Le Rochefort, qui est directeur général de Gameloft, vient raconter la prise au contrôle de Gameloft par le groupe Vivendi. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et puis, on parle aussi blockchain, parce que dans ce module-là, on ouvre, c'est l'idée aussi d'ouvrir ça. Et vous voyez qu'on parle de la capitalisation, et c'est un des points très importants, c'est que ces 2 certificats que je vous ai présentés, ils peuvent être capitalisés, celui-ci et le suivant, ils peuvent être capitalisés sur un master, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire partie, en fait, ça donne un volume de crédit ECTS qui permet en faisant en plus un module de stratégie et 2 modules de BPM et une thèse, de faire partie d'un master où là, vous avez vraiment un diplôme complet, je dirais pas seulement un certificat finance, mais un diplôme complet qui fait l'objet d'une reconnaissance universitaire et qui est cet executive master de gestion financière. Donc, il y a des gens qui choisissent de faire les certificats finance, puis un certificat BPM, puis ensuite la thèse et un module de stratégie sur 3 ans parce qu'ils veulent étaler la charge de travail. Et au contraire, il y a des gens qui disent « moi, je préfère tout faire en 1 an » et les dates sont faites pour qu'on puisse tout faire en 1 an, mais là, il y a énormément de boulot puisqu'on a à la fois un diagnostic stratégique et financier et aussi une thèse à rendre, en plus des 8 modules, 4 modules de finance,
un module de stratégie et 3 modules de BPM. Donc, c'est quand même très lourd dans l'intensité du programme, mais ça, on vous en dira plus tout à l'heure. Voilà. Et ce que je vous propose, de garder vos questions éventuelles sur ce sujet-là, notamment pour l'ancien qui est présent. Et puis, je vais passer donc à la conférence. Comme ça, j'espère que ça a permis à tout le monde de prendre le temps d'arriver. Alors, le sujet de ce soir, c'était, que j'avais choisi pour un peu vous provoquer, c'était les valorisations boursières dans l'ère post-Covid. Puisque on est un peu surpris, en fait, si on prend un peu de recul, de ce qui s'est passé, puisque, en fait, je dirais que pour nous praticiens, même dans nos cauchemars les plus fous, on n'aurait pas pu imaginer un système où, en fait, la vie économique et les entreprises s'arrêtent purement et simplement dans certains secteurs pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, notamment lors du premier confinement. C'est un peu moins le cas dans le deuxième confinement. Mais il y a des entreprises qui n'ont juste pas pu continuer leur activité, d'autres qui ont dû trouver de nouvelles formes pour continuer cette activité. Donc, vous prenez l'hôtellerie, par exemple, ça a été extrêmement violent, la restauration, bien sûr, mais d'autres. Et en même temps, on est dans un moment économique, donc extrêmement dur, mais un moment où l'État a mis en place un dispositif de soutien et de liquidité extrêmement fort, en finalement déversant pas mal d'argent dans les entreprises sous forme de PGE, et surtout en soutenant avec des reports de charges sociales, etc., ce qui a aussi un effet sur les performances des entreprises et sur leurs points morts. Donc en fait, même dans nos cauchemars les plus fous, si on avait voulu essayer de mesurer quels sont les facteurs qui influencent les valorisations boursières, et notamment les multiples boursiers, qui sont quand même le moteur de la valorisation, eh bien, on n'aurait pas pu trouver un exemple à la fois plus violent, mais aussi plus pertinent. Et j'ai pensé que ce thème était de nature à vous intéresser, et je remercie les participants présents de vous être intéressés à ce sujet-là, parce qu'il est effectivement ça nous permet de mieux comprendre la façon dont les entreprises sont évaluées. Alors, comment ça se passerait dans la vraie vie ? On aurait fait un cours, probablement on aurait démarré un cours d'évaluation, donc ça c'est plutôt dans le premier des certificats. On aurait commencé par faire un cours un peu théorique, et ensuite vous auriez eu une mise en situation, soit à partir de cas, soit à partir d'exercices, soit d'ailleurs ça peut être aussi par des exposés d'intervenants. Et donc, notamment dans le premier certificat, on parle des méthodes d'évaluation d'entreprise, puisque c'est le cœur, et notamment on parle, je ne vais pas ici détailler toutes les méthodes, ce n'est pas l'objet, mais on parle des multiples boursiers, qui sont une des méthodes d'évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est, peut-être pour rappeler un multiple boursier ? Une façon d'évaluer l'entreprise, c'est un petit peu comme un appartement, si je puis dire. On vous dit, tiens, un appartement, ça vaut, je ne sais pas quoi, 8 000 € le mètre carré, 9 000 € le mètre carré dans Paris. Eh bien, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'une entreprise, au lieu de, il n'y a pas de mètre carré, parce que ça serait si une entreprise dépendait, la valeur d'une entreprise dépendait des mètres carrés. Une entreprise, on est capable de dire finalement, elle vaut 8 fois son excédent brut d'exploitation, ou en termes anglo-saxons, l'EBITDA, c'est-à-dire sa capacité annuelle de création de richesse avant charges calculées, que sont les amortissements ou les provisions. Voilà. Donc, on peut du coup se dire, finalement, dans un certain secteur, et c'est comme ça que les investisseurs financiers raisonnent, une entreprise donnée a une certaine valorisation, et cette valorisation boursière, si elle est cotée, se traduit par des multiples. Donc, j'ai pris l'exemple là, ici, dans cette slide, vous voyez, c'est 12. Donc, là, les comparables boursiers, les sociétés cotées comparables dans le même secteur,
par exemple, 12 fois le résultat, ça soit un résultat d'exploitation, soit un résultat net, soit un excédent brut d'exploitation ou un EBITDA, peu importe le solde intermédiaire de gestion, eh bien, ce 12 fois le résultat, je peux le transposer à des sociétés non cotées sur lesquelles je transpose l'évaluation et ça me permet de bien comprendre la mécanique de ces valorisations. Et donc, en fait, vous voyez que le multiple de 12 fois ici permet d'un coup de dire si une société vaut 12 fois son résultat net, ça permet d'un coup de passer de la valeur à un agrégat comptable à travers l'usage de multiples. Et donc, c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant et c'est une méthode extrêmement usée par les investisseurs financiers et on va voir dans les exemples que je vais vous développer. Alors, pour que ça soit un peu plus interactif, je me suis dit que j'allais vous réveiller un peu et j'allais vous proposer un petit questionnaire. Donc, je vais vous demander de prendre vos smartphones, pour ceux qui ont des smartphones à côté d'eux, et de scanner le QR code. Je vois que Pedro prend son smartphone et je le remercie, de scanner le QR code qui apparaît sur ce slide, s'il vous plaît. Et je vais me permettre de vous poser quelques questions, parce que comme ça va me permettre de voir si les spectateurs, les participants à cette masterclass sont totalement endormis derrière leur écran ou sont réveillés. Parce que vous savez qu'en ce moment, on a de plus en plus de décrochage d'étudiants à la grande école qui sont de plus en plus sur Internet et sur le web, et donc c'est un souci. Donc on a plusieurs applications, et celle-là en est une qui permet de voir si vous êtes réveillé. Est-ce que tout le monde a eu le temps de scanner le QR code? Auquel cas, n'hésitez pas à me faire des messages dans le chat aussi, puisque ça nous permet avec mon ami Pedro de voir si vous posez des questions. Eh bien, alors on peut commencer. Alors j'ai une première question générique. Les multiboursiers tels que je viens de vous les présenter, donc lorsque les taux d'intérêt montent, quel est l'impact sur les multiples boursiers? Réponse 1, les multiples boursiers montent. Réponse 2, les multiples boursiers baissent. Réponse 3, les taux d'intérêt n'ont pas d'impact sur les multiples boursiers. Question facile, comme il est 18h52, je me suis dit qu'il ne fallait pas vous... Et donc, je vais attendre le quorum comme à peu près la moitié des participants présents et en ligne. Je voudrais au moins avoir une douzaine de réponses, si c'était possible. Je vous en remercie. Avant de vous donner la réponse. 9, 10. Et ceux qui n'ont pas scanné le QR code, je peux leur remettre. Ceux qui n'ont pas eu le temps de le scanner, je vous le remets. Si jamais certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de scanner le QR code. 10, on ne va pas monter à un peu plus là, j'ai 20 participants là inscrits, j'aimerais bien pouvoir monter un peu plus. N'hésitez pas à répondre, n'ayez pas peur, de toute façon on ne va pas vous noter, pour l'instant vous n'êtes pas encore dans le certificat, vous êtes candidat pour y aller, mais vous n'êtes pas encore dans le certificat. Eh bien, la bonne réponse, évidemment, c'est les multiples boursiers baissent. Et je remercie les participants, et notamment les 5 participants qui ont répondu à ce petit QCM. Effectivement, les taux d'intérêt, par essence, en fait, représentent, en temps normal, la rémunération du temps. D'accord ? C'est le passage du temps. Et donc, lorsque les taux d'intérêt, et notamment les taux des emprunts d'État, montent, évidemment, les multiples boursiers baissent. Et inversement, lorsque les taux d'intérêt baissent, les multiples boursiers, en théorie, devraient monter. Et oui, c'est un des premiers facteurs d'impact, en fait, sur les multiples boursiers. Or, nous sommes dans une période particulièrement intéressante, puisque, en ce moment, on a, grâce à Madame Lagarde et à la BCE, un dispositif de quantitative easing extrêmement généreux qui se traduit par un abondant déversement de liquidités dans les marchés financiers et qui a eu comme résultante un niveau de taux d'intérêt inégalé dans l'histoire, puisqu'ils sont même devenus négatifs, comme vous le savez, pour certains pays, comme l'Allemagne, la France. Et donc, ça veut dire qu'on se fait payer on se fait payer pour emprunter, ce qui n'est pas exactement ce que la théorie financière nous dit. Et donc, dans ce monde un peu bizarre, où on est tous dopés à la morphine du quantitative easing,
les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, voire négatifs, et donc, en théorie, les multiples boursiers devraient être élevés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme vous l'avez vu, les marchés financiers sont très élevés, puisque les gens ne savent pas où placer leur liquidité et se ruent sur les marchés financiers, et notamment les marchés boursiers, pour aller chercher un peu de rendement, puisqu'il y a le dividende, et un peu de plus-value si tout va bien. Donc voilà le premier facteur. Alors, si je continue ce petit cours, j'ai une autre question. Le deuxième, évidemment, le deuxième facteur qui influence l'évolution générale des multiples boursiers et du fameux 12 dont je parlais tout à l'heure sur la slide précédente, quel est le niveau des multiples boursiers pour une entreprise donnée, eh bien, évidemment, c'est la croissance. Et la croissance et la profitabilité attendue. Et donc, la question est, plus la croissance et la profitabilité attendue d'une entreprise sont élevées, plus, est-ce que ces multiples boursiers sont élevés? Est-ce qu'au contraire, ces multiples boursiers sont faibles? Ou finalement, ça n'a pas d'impact sur les multiples boursiers. Alors, je vais remettre le QR code pour ceux qui l'ont excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le rescanner. Et j'espère avoir un peu plus de succès des participants à distance s'ils peuvent scanner ce QR code avec leur smartphone. Voilà. Et je vous remets donc ce deuxième. Alors, 4 réponses. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, on doit pouvoir monter encore davantage. Huit. 8. Allez, j'en ai même perdu. Ah, voilà quelqu'un qui m'écrit dans le forum. Je ne peux pas scanner le QR code. Bon, ça c'est marrant. Vous êtes connecté avec votre smartphone. Ah oui, évidemment. Voilà, 10. Alors, c'est pas grave. Du moment que vous suivez, c'est ça qui est important. Merci de votre message, en tout cas. N'hésitez pas à me faire part de vos messages. Alors, donc, vous voyez bien qu'on va acheter plus cher une entreprise dont la croissance et la profitabilité attendue est importante. Et donc, parce que les investisseurs valoriseront le fait qu'il y a ce potentiel de croissance, ce potentiel de profitabilité. Donc, plus la croissance et la profitabilité d'une entreprise sont élevées, plus ses multiboursiers seront élevés. Et donc, bravo aux 11 répondants qui ont tous à l'unisson répondu la bonne réponse. Et je vois que déjà, vous êtes super motivés. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui fait bouger les multiboursiers. Et enfin, bien sûr, il y a le troisième facteur, qui est le risque. Le risque en finance est essentiel. Et donc, un investisseur financier qui prend une société cotée, qui choisit une société cotée, il perçoit un certain niveau de risque, ce qu'on appelle d'ailleurs un risque d'exécution. Ça peut être à la fois un risque opérationnel, un risque d'exécution du business plan, un risque financier, il y a de la dette, il n'y a pas de dette, etc. Et donc, on est dans un truc où l'investisseur a une perception du risque. Et plus cette perception de risque est importante, c'est-à-dire plus le niveau de risque perçu par les investisseurs est important, d'ailleurs il manque le mot, plus le niveau de risque perçu par les investisseurs d'une entreprise est important, il faudra le rajouter ici, plus ces multiples boursiers sont élevés, ou au contraire ces multiples boursiers sont faibles, ou le risque n'a pas d'impact. Plus le niveau de risque perçu par les investisseurs financiers est important, plus bien sûr, les multiples boursiers sont faibles. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui présente des risques importants, les gens ne vont pas avoir envie d'avoir acheté ça parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas délivrer le business plan. La croissance et la profitabilité se traduisent par des risques que moi, je n'ai pas envie de prendre. Donc forcément, je vais vendre le titre et vendant le titre, je vais faire baisser le cours. Et donc, faisant baisser le cours, je vais faire baisser les multiples. Alors, quels sont pardon de cette longue introduction, mais vous avez ici, donc vous voyez, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on voit dans le cadre du certificat finance. Donc ici, dans le premier certificat, on voit d'un coup, effectivement, l'ensemble des facteurs qui affectent les multiples boursiers d'une entreprise, les taux d'intérêt, la croissance et le risque. Voilà. Et si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de cette masterclass, c'est ça. Et si vous avez retenu ça, déjà, vous avez le droit d'aller dîner ce soir.
Et donc, quels sont les multiples qu'on rencontre en fait dans la vie professionnelle? Quels sont les principaux multiples? Vous les avez qui s'affichent. Donc, vous avez le multiple du chiffre d'affaires. C'est finalement la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur de la capitalisation boursière plus la valeur de la dette de l'entreprise rapportée à son chiffre d'affaires. Le multiple de l'EBE ou de l'EBITDA, qui est le multiple le plus courant que les analystes financiers regardent parce qu'il est avant toute charge calculée, donc il rapporte la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire à nouveau la capitalisation boursière plus la valeur de la dette sur l'EBITDA, et puis le multiple du résultat d'exploitation, c'est-à-dire après l'amortissement et les provisions pour dépréciation. Et ça, c'est un multiple qui est un peu moins utilisé puisqu'il est justement affecté par les choix d'amortissement et les choix de provisionnement. Et donc, forcément, on est dans un multiple qui est un peu moins populaire, je dirais, que le multiple de l'EBITDA. Et puis, il y a des multiples qui se calculent et qui sont fondés sur la valeur des capitaux propres. Donc, le PER est le plus célèbre d'entre eux, qui rapporte donc la capitalisation boursière sur le résultat net. Donc, c'est le nombre d'années de résultat net que la capitalisation boursière d'une entreprise représente. Alors, je réponds à Stéphane et merci de cette question. Ce qu'on appelle l'EBITDA, c'est finalement, si vous voulez, assez proche du résultat d'exploitation sans le D, justement. Je rappelle que dans le monde anglo-saxon, pourquoi c'est EBITDA? Parce que ça veut dire Depreciation and Amortization. Et Depreciation, c'est les amortissements des actifs corporels. L'amortisation, c'est l'amortisation des actifs incorporels. Dans notre pratique comptable à nous, si vous voulez, en général, les gens se limitent au résultat d'exploitation, ce qui s'appelle EBIT ou EBITDA, d'ailleurs, dans certaines terminologies, parce que les IFRS, dans les sociétés cotées, ne régulent pas la présentation des sols. Donc, c'est en général le résultat d'exploitation, qu'on peut appeler ensuite un résultat courant, un résultat récurrent, un résultat d'exploitation récurrent, mais c'est ça la référence. Donc, l'idée, c'est un solde donc avant intérêt, dépréciation, amortissement. Donc, si vous êtes avant amortissement, avant toute charge calculée, c'est l'EBITDA, E-B-I-T-D-A. Et si vous êtes après, c'est EBITDA ou EBIT, mais c'est la même idée puisque vous avez l'effet des amortissements dans les. Alors, je reviens donc à ce que je vous disais, donc le PER, et puis celui-là qui est utilisé notamment pour les foncières, les banques, les compagnies d'assurance, c'est le rapport entre la capitalisation boursière et les capitaux propres par du groupe qui sont mesurés en général sur la dernière année. Alors, les multiples, c'est forcément dynamique. Vous voyez qu'un investisseur financier, il va regarder le multiple de l'EBE ou de l'EBITDA 2019, 2020, 2021, puisqu'il est là et en permanence à se dire, mais finalement, compte tenu de ce que je perçois du risque et de la croissance, quelle valorisation je donne à cette entreprise. Et pour lui, le critère le multiple d'EBITDA, si je prends ce référent, et il est dynamique. Donc, on va regarder le passé, le moment actuel et le moment présent et le moment de l'année prochaine. Voilà, on va se concentrer sur 3 années de façon glissante. Et c'est ça qui est important dans le. Donc, voilà, les multiples, évidemment, c'est une méthode d'évaluation et c'est ce qu'on détaille lors du certificat. Alors, le plus simple pour illustrer ce que j'avais envie de vous montrer ce soir, et je ne veux pas être trop long parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous laisser poser des questions, j'ai pris 2 petits exemples très simples. Alors, on a la chance, si je puis dire, dans cette affaire épouvantable du Covid, d'avoir vécu en temps réel, si je puis dire, l'impact sur les sociétés. Donc, vous avez une très belle société cotée que tout le monde connaît, pour ceux qui ont la chance d'en avoir près de chez eux, c'est Maisons du Monde. Donc, Maisons du Monde, c'est en fait un distributeur qui conçoit, qui fabrique et qui distribue des articles de décoration et de mobilier pour la maison. Bon, c'est une boîte assez importante, en 2019, elle faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'être sur un segment un peu déco, original, accessible. Et elle a une activité très importante, puisqu'elle est présente dans 8 pays, comme vous le voyez ici. Elle a 376 magasins et elle a une vingtaine même de magasins aux États-Unis. Elle est essentiellement présente en Europe, mais elle a une vingtaine de magasins aux États-Unis, puisqu'ils ont acheté une enseigne qui s'appelle Modani, qui d'ailleurs, c'est une enseigne qui essentiellement travaille sur la Floride,
la déco des maisons de riches américains en Floride. Bon. Et une des caractéristiques de ces braves gens en 2019, c'est qu'ils faisaient 25% de leurs ventes sur le web. Ils avaient d'ailleurs fait de cette différenciation, la CEO du groupe en avait fait sa différenciation. C'est une boîte qui était détenue par des investisseurs financiers et ils l'ont introduit en bourse il n'y a pas longtemps, en 2016, sur la base de 17 € par action. Donc voilà. Et je vous ai mis ici le parcours boursier de cette belle entreprise. Donc depuis sa création. Donc vous voyez, je vous ai mis en bleu ici, vous voyez ce qu'on appelle l'indice CAC Mid et Small. Donc c'est l'indice de référence du panier auquel appartient Maisons du Monde. Et puis vous avez l'évolution du cours. Et on voit très très bien ici le décrochage très puissant du confinement, puisque effectivement en février, comme tout le monde, sur toute une partie de leur business, ils ont été fermés puisque les boutiques ont fermé et donc les gens ne pouvaient plus aller acheter des meubles. Et puis ils ont pris le relais sur le digital, mais ils avaient quand même des problèmes d'approvisionnement considérables puisque vous imaginez bien qu'une partie de la marchandise était fabriquée dans des pays assez lointains, en Asie, au Mexique, etc. Et donc normalement il y a des flux logistiques qui fonctionnaient au ralenti. Alors, ce qui est intéressant pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête des investisseurs financiers sur cette histoire de la pandémie, c'est de reprendre finalement, maintenant que le temps, comme ça dure énormément, cette affaire, on peut faire un peu d'analyse rétrospective. Alors, regardez, je me suis amusé à vous sortir. Donc, c'est une société qui est suivie par plusieurs analystes financiers. Et je me suis amusé à vous sortir. Donc, vous avez une analyse financière d'ailleurs de JP Morgan qui suit Maisons du Monde. Donc, le 17 mars, elle a publié le business plan qu'elle anticipait pour cette société. Donc, vous retrouvez le milliard où on était. Donc, elle est juste après les résultats. Le confinement est en train d'arriver. Elle publie elle perçoit que ça va modifier quelque chose, mais elle se dit... Bon, pour l'instant, ils vont continuer sur leur lancée et regardez, donc voilà, en top line, ce qu'on appelle la top line, quand on est analyste financier, elle prévoyait 1,2 milliard, puis 1,3 milliard, et on passe à 1,5 milliard en 2022. Vous voyez qu'ici, il y a un bond de l'EBITDA. Alors, vous allez me dire, mais elle a pris un coup de chaud alors même qu'il y a le confinement. Ben non, parce qu'il y a eu une deuxième pandémie dans les marchés financiers en 2019, dont la plupart d'entre vous, si vous n'avez pas fait le certificat, ne savez pas de quoi il se passe. C'est l'application d'une nouvelle norme qui est aussi dangereuse que le Covid, qui s'appelle la norme IFRS 16. Cette norme retraite en fait les leasings et les locations des entreprises et les considère comme de la dette. Donc c'est un truc de dingue. Ça consiste à dire finalement, je loue, par exemple, je suis Maison du Monde, je loue un emplacement pour mes magasins. Eh bien cet emplacement, je l'ai joué sur un bail 369 et en réalité cet emplacement, c'est un actif que je vais mettre au bilan et que je vais amortir sur la durée du bail. Et alors qu'il ne m'appartient pas, bien sûr, et je vais reconnaître une dette avec une charge d'intérêt correspondante. Et donc, c'est pour ça que vous avez évidemment, sur les EBITDA, les charges de loyer qui étaient dans les EBITDA disparaissent. Donc, on prend 100 millions dans la vue, c'est pour ça qu'on passe de 148 à 259, comme vous le voyez, en retraitant l'impact IFRS 16. Et vous voyez que les frais financiers liés au retraitement des locations financières passe de 9 à 21. Ce n'est pas que l'analyste a pris un coup de chaud, c'est juste qu'elle applique la nouvelle norme IFRS 16. Et donc, pourquoi je vous montre ça? C'est donc ça, on est en mars. Voilà, on est en mars et regardez, elle a une séquence, on va le voir un peu plus en détail, d'EBITDA, qui est donc très, très favorable à l'entreprise. Et elle prévoyait ici, comme vous le voyez, un bénéfice par action. Voilà le bénéfice net là qu'elle prévoyait, le bénéfice par action correspondant, puisque ça, c'est le nom de l'action qu'elle retient dans son modèle. Et là, elle vient de ressortir, il y a le fin octobre, post-résultats semestriels, etc., en gros, son même modèle. Et là, ce qui est extrêmement frappant, regardez la séquence 20, 21, 22, elle est tombée à 1,178 milliard, ce qui n'est pas finalement une baisse considérable de chiffre d'affaires, mais la remontée est beaucoup plus lente, puisqu'elle voit l'entreprise maintenant à 1,3 milliard, c'est-à-dire ce qui était prévu pour 2 milliards pour 21, elle n'anticipe pas que ça aura lieu en 21, mais plutôt en 2022. Et comme vous voyez, la séquence des bits est beaucoup plus prudente. Elle prévoyait 99, elle prévoit maintenant 78, puis 91, et elle tape. Donc, on peut dire qu'elle a décalé, c'est une façon de voir ce que pensent les marchés financiers, finalement. Elle a décalé d'un an, c'est-à-dire qu'elle a fait glisser sur 22 sa prévision de 21 dans ce truc.
Et alors ça donne quoi en termes d'évaluation, parce que c'est ça qui est intéressant. Eh bien, donc, je vous ai mis ici un extrait de ce qu'elle publie, hein, de la façon dont elle analyse l'entreprise. Donc, évidemment, on retrouve la croissance dans les facteurs, comme je vous l'indiquais. Vous voyez, quand on regarde une valeur, on regarde la croissance. Donc, elle avait en mars une croissance à 2 chiffres, et c'est terminé, elle est tombée dans une croissance à 1 chiffre. Pardon, Angélique, je n'ai pas répondu à votre question, qui est une très bonne question. Angélique me demande pourquoi les analystes ne retraitent-ils pas l'impact des changements de normes. Justement, elle en tient compte, c'est-à-dire qu'elle est obligée, elle va travailler sur des comptes publiés, Angélique, qui sont les comptes avec les nouvelles normes. Donc, on lui a donné un équivalent de 2019 historique qu'elle avait. Donc, elle avait un 2019 avant l'impact des IFRS. Et maintenant, elle a un impact des IFRS. Elle va travailler sur un bilan retraité. Et l'information est disponible, donc elle pourrait le faire. Mais si vous voulez, quand vous suivez une entreprise, vous n'allez pas vous éloigner de l'EBITDA qui va être publié, régulièrement publié par la société. Donc, elle l'a intégré dans son modèle et c'est fini. Maintenant, vous voyez qu'elle fonctionne avec. Et en réalité, vous pouvez enlever 100 millions par an. Vous voyez assez bien la séquence par rapport aux 148 précédents. Voilà ce qu'elle était. Donc, c'est normal. Elle a fait le job qui est de l'intégrer dans son modèle et elle a ajusté sa dette aussi. Et regardez, donc j'en étais à la croissance. Là, il n'y a plus de croissance. C'est une croissance, c'est ce qu'on appelle une single digit growth. À mon avis, c'est ce qui s'annonce, vous voyez, pour ce type de secteur. Et c'est ça que je voulais vous montrer ce soir et partager ça avec vous. C'est qu'on est dans un monde où on va passer plutôt vers des single digit growth, alors que c'était une entreprise qui est pourtant très présente sur le digital. Ça en est quand même plutôt pas mal tiré, puisqu'encore une fois, vous voyez que si tout se passe bien, elle va faire 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près le même niveau que l'an dernier, ce qui est quand même remarquable en ayant eu des magasins fermés pendant plusieurs mois. Malgré tout, regardez, ce qui est intéressant, et regardons plutôt la marge d'EBIT, puisque c'est la marge d'EBITDA, comme on l'a vu, est polluée par les impacts IFRS 16. Regardez la séquence de la marge d'EBIT qui est ici. Vous voyez, la marge ici était de 9, 7, 7, 5, 7, et vous voyez qu'elle prévoit quand même une relative baisse de la marge pour 2020, probablement liée aux fermetures et aux coûts qui ont été engendrés, et un retour à la normale progressif, avec, grâce au digital, un petit peu mieux que ce qu'elle avait initialement prévu. En termes de risque financier, vous voyez que la dette de l'entreprise reste dans les mêmes métriques que ce qu'elle avait anticipé. Et regardez, son multiple boursier, finalement, eh bien, c'est très étonnant, elle est toujours dans un niveau de 2 fois l'EBITDA, ce qui est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valorisation boursière de cette entreprise, compte tenu des prévisions que Morgan a publiées, ressort à 2 fois EBITDA, ce qui est très très faible. Et on voit qu'il y a une petite décalage, c'est-à-dire qu'elle a perdu 0,6 points de multiple sur les 3 années. Et donc, ce qui explique aussi, et ces niveaux-là, vous allez me dire, mais il faut en acheter, ben, il y a un actionnaire activiste qui s'est invité au capital et qui a pris, vous pouvez vérifier, à peu près 15% du capital, parce que lui, il dit, 2 fois d'EBITDA, j'achète, c'est la géologie. Mais vous voyez que ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que si vous reprenez le graphique, vous vous dites, bon, ben voilà, le cours est monté, etc., voilà, et elle a un objectif de cours aujourd'hui à 15 € par action, là où elle était à 20 €, mais en fait, elle est stricto sensu, toujours au même niveau de multiple, c'est ça qui est important, qui est de 2 fois l'EBITDA de l'entreprise, qui, elle, subit l'impact de la crise. Donc, son nouveau valeur d'équilibre, ce 15, est homogène, en fait, avec le 20 qu'elle avait au moment où elle pensait que les prévisions de chiffre d'affaires, de marge, allaient être supérieures. Voilà pour Maison du Monde. Alors, un autre exemple, et je m'arrêterai là, on va prendre Eurofin. Alors, Eurofin, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une société qui est une grosse capi boursière, elle fait à peu près de 12 milliards d'euros, très belle entreprise, 4,5 milliards de chiffre d'affaires, qui en fait est spécialisée dans tout ce qui est authenticité, tracking, validation de sécurité de substances biologiques, contenues dans l'environnement, les tests, les pharma, l'eau, l'air. Donc, c'est les rois de la pureté, si je puis dire, et de l'origine et du tracking. Voilà. Donc, c'est un très grand groupe qui est fondé par la famille Martin. Et vous avez une société qui est largement liquide, puisqu'encore une fois, la CAPI est très, très importante. Alors, eux, regardez l'effet du Covid. Il n'y a pas d'effet Covid.
Donc, c'est très, très impressionnant. Donc, l'analyste, on a même méthodologie que celle que je vous ai proposée. On était 11 mars à 54 €, on est passé à 83 d'objectifs de cours. Donc, c'est impressionnant. Et pourquoi? Regardez le business plan. Donc, en mars dernier, Berenberg, qui est un des analystes qui les suit, prévoyait 4,8 milliards de chiffre d'affaires pour 2020 et 5,3 milliards en 2022. Bon, et vous voyez, post-Covid, comme tout le monde a utilisé des tests, et justement, ils sont au cœur de ces problématiques, ils ont une branche de tests de laboratoire, etc., ils vont faire 5,2 milliards, 5,7 milliards, 5,8 milliards. Et une séquence d'EBITDA et d'EBITA. Tiens, vous voyez là, je dis ça à Stéphane qui m'a posé la question, là vous voyez, donc l'analyste a publié l'EBITA et l'EBIT. Donc là, il raisonne EBITDA, EBITA et EBIT. Donc vous avez les trois, en fait, vous avez les trois soldes. Et vous voyez, regardez la séquence, vous voyez que la séquence ici s'accélère puisqu'on dépasse les 800 millions et on dépasse l'objectif de 2022. Donc du coup, forcément, dans la valorisation correspondante, comme vous le voyez ici, si je regarde l'EV sur EBITDA, ça va avoir un prix. La société a complètement changé de métrique. Elle valait en mars dernier à peu près 11 fois son EBITDA, selon Berenberg, et aujourd'hui, elle vaut 15 fois l'EBITDA. Donc, elle a pris 4 points de multiple en plus. Et si je prends l'EBIT, c'est encore plus, c'est près de 8 points de multiple. Donc, c'est une société qui a été très, très valorisée par ce qui s'est passé. Donc, tout le monde, vous voyez, n'a pas eu le même sort. En fait, les investisseurs financiers sont sans foi ni loi et regardent la pandémie en fonction de ce qu'ils perçoivent comme impact de cette pandémie sur le business model. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, je dirais que, écoutez, malheureusement, les financiers ne changent pas. Donc, ce qui les intéresse, c'est la croissance, le risque et les taux d'intérêt. Grâce à Madame Lagarde, on est morphiné sur les taux d'intérêt. Donc, la seule chose qui reste à choisir, c'est la croissance et le risque. Et donc, si vous pensez que la croissance va repartir chez Maisons du Monde, c'est le moment de vous embourrer parce qu'à 2 fois les EBITDA, c'est pas cher. Et au contraire, si vous pensez que dans un bal costumé, il faut être près de la sortie, éclairé à la bougie, pardon, dans un bal costumé éclairé à la bougie, il faut être près de la sortie, c'est le moment de sortir de Eurofins Scientifique. Voilà, et je vais passer la parole à Hervé Bellon, qui nous fait l'amitié d'être là, et je vais écouter aussi vos questions sur ma présentation et sur l'éventuel certificat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de conversation ou prendre la parole. En tout cas, posez vos questions si vous pouvez. Et en attendant, je vais demander à Hervé, qui nous fait l'amitié d'être là, qui est un diplômé de l'année dernière, qui n'a plus de lunettes entre sa photo et ce que vous envoyez en vrai. Je les ai à la main, je les ai à la main. Voilà. Donc, je te passe la parole avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Franck. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je vais vite me présenter avant d'expliquer un petit peu mon parcours HEC. Donc, je m'appelle Hervé Bellon. Je suis directeur industriel. Je travaille pour une société grassoise, Robertet, qui fait 550 millions de chiffre d'affaires, qui est une société familiale cotée et qui tire ses revenus de la vente de matières premières naturelles, mais aussi de la création de parfums et d'arômes alimentaires. Donc, j'ai commencé il y a plus d'une vingtaine d'années chez Robertet, d'abord en R&D, puis j'ai pris différentes fonctions de production, de directeur de site. Et je dirais qu'il y a environ 4 ans, 3 ans, il y a une sorte d'alignement des planètes qui s'est fait avec, pour moi, une volonté d'évoluer et au niveau de la direction générale de Robertet, une volonté aussi de me faire évoluer et qui passait obligatoirement par une formation, notamment une formation en finance. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui était proposé, notamment par les écoles parisiennes. Et c'est vrai que HEC correspondait parfaitement à ce que je cherchais. Alors, les points les plus marquants, c'est véritablement le diagnostic stratégique et financier. Parce que moi, je suis un pur, j'allais dire, technicien scientifique. Et j'étais amené à travailler sur des dossiers d'acquisition, mais j'avais finalement qu'une vision très technique du dossier. J'étais en relation avec des financiers
dont je ne suis pas sûr qu'ils me comprenaient vraiment et réciproquement aussi avec un peu de recul. Donc, voilà, je cherchais au travers de cette formation de pouvoir être à la fois un interlocuteur crédible avec la direction financière du groupe. Je souhaitais aussi pouvoir impacter la stratégie financière, ou en tout cas les résultats financiers du groupe, et puis prendre des responsabilités, avoir une autre vision de l'entreprise. Donc, c'est vrai que HEC, par tous ces modules, par ce module de DSF, mais aussi par l'analyse de la géographie du capital, par ces études de la valeur, ça me permettait à moi, qui venais d'un monde très technique, d'avoir une vision assez globale de la finance d'entreprise. Je souhaitais aussi, et puis c'était un désir partagé par la société, de passer par une formation un peu prestigieuse et de haut niveau. Donc ça, HEC répondait parfaitement, bien évidemment, à cette problématique. Dans les faits vraiment marquants, moi, j'ai un exemple, c'était qui m'a vraiment marqué lors de mon passage à HEC. C'était, je m'en souviens encore très bien, un vendredi après-midi. Nous avions un module sur les fonds d'investissement et surtout les fonds d'infrastructure. Et pendant 2 heures, on a eu la chance d'avoir le fondateur de Antin Infrastructure, qui est venu nous raconter avec énormément de modestie à la fois son parcours, sa méthodologie, sa façon de créer ses équipes, d'étudier les projets, et qui nous a aussi présenté un petit peu sa philosophie dans ses achats. C'est-à-dire qu'on voyait véritablement la finance comme un outil à la création de valeur. Et lorsque moi je connaissais pas du tout Antin Infrastructure avant sa venue, et quand j'ai regardé ensuite sur Internet, je me suis aperçu que ce monsieur levait des fonds de plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois qu'aujourd'hui, il lève des fonds de plusieurs milliards, qu'il est le premier, qu'il a créé une société Antin Infrastructure, qui est la première société en termes au niveau européen pour tout ce qui est fonds infrastructure. Et en fait, je trouve que c'est vraiment caractéristique de la formation HEC. Alors, bien évidemment, ce sont des gens de très bon niveau qui nous font des cours, des profs d'HEC, des gens qui ont des postes très élevés, mais c'est ce goût, c'est cette envie de partager leur savoir que j'ai trouvé vraiment remarquable tout au long des semaines que j'ai passées. Et le cas, je crois que c'était monsieur Alain Rocheur, oui, qui nous a fait, qui a passé, est un cas caractéristique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une société qui lève plusieurs milliards et qui vient passer 2 heures pour nous expliquer sa philosophie avec énormément de modestie et énormément de passion. Donc, je crois que c'est... je tenais à le dire parce que c'est ce facteur humain, au-delà des éléments techniques, je trouve que c'est un point extrêmement fort. Tu le disais, personne n'est laissé au bord du chemin. Les groupes sont des groupes hétérogènes où les gens viennent de différents horizons, différents niveaux. Et en fait, avec cette énergie, cette envie qu'ont les gens de partager, bien à la fin, on se retrouve à avoir tous un niveau qui est extrêmement différent de celui qu'on avait avant la formation. Et on a un goût à se revoir, on profite aussi, et ça a été dit très clairement, la chance que ces formations soient des boosters de carrière. Évidemment, il y a ce qui relève sans doute un peu de la prophétie autoréalisatrice, hein, c'est-à-dire que rien que le symbole HEC fait qu'on est regardé différemment, mais je crois que nous aussi, au travers de ce qu'on a appris, de ces échanges humains,
on est complètement différents. Là, ce que tu disais, Franck, en disant en réunion, on ose lever le doigt et parler. Eh bien, je trouve que c'est ça aussi que nous apprend le CESA Finance et puis les formations HEC. Donc voilà, mon témoignage, il était bien évidemment double. Premièrement, cette formation de haut niveau, mais deux, ce côté humain, cette volonté qu'ont les gens, ce goût qu'ont les gens à partager leur savoir. Donc j'ai vu qu'il y avait une petite question. Oui, je crois qu'Angélique a une question, je la lis pour tout le monde et pour toi aussi, Hervé. Quel a été l'impact de cette formation sur votre pratique professionnelle? Comment envisagez-vous ensuite l'évolution de votre carrière? Alors, ce qui a été vraiment… Bon, j'ai le regard de la direction qui a changé. J'ai eu assez rapidement beaucoup de projets tournés vers l'international. Donc, j'ai eu en charge des unités, des constructions d'unités à l'étranger. Mais pas seulement. Là, j'avais un gros projet au Brésil. C'est vrai que mes missions dépassaient le cadre ont dépassé le cadre que je pouvais avoir précédemment. Où par exemple, voilà, je m'intéressais au BFR, je m'intéressais aux résultats. J'avais plus seulement cette image de technicien ou d'homme de machine. Et là, demain va s'ouvrir à partir du 1er janvier de nouveaux horizons en étant plus qui se retrouvent plus au niveau des opérations du groupe, c'est-à-dire des opérations globales. Donc pour moi, ça a été vraiment un élément booster dans la carrière. Merci Hervé, merci Angélique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, je vais passer maintenant la parole à Pedro. Je vais passer la parole à Pedro pour qu'il puisse vous parler du processus d'admission sur les certificats et du profil des gens qu'on recherche. Et puis, entre-temps, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Merci. Pedro, je te repasse la parole. Merci Franck, et déjà merci aussi pour votre belle présentation. C'était tellement intéressant. Merci aussi Hervé pour votre témoignage. Donc voilà, je voulais vous en parler maintenant du processus d'admission ainsi que les prérequis que nous on demande à nos participants, que sont les suivants: avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en statut cadre. Donc, avoir un projet professionnel en cohérence avec les certificats et aussi avoir donc des bonnes connaissances dans le domaine de la finance. Donc, le processus d'admission, il va commencer avec un entretien préliminaire avec moi-même. En fait, ça se passera dans la finalité de mieux comprendre votre projet professionnel, afin de savoir si votre profil est en adéquation à notre programme, mais aussi de savoir si le programme correspond à vos attentes. Donc, une fois cet entretien passé, donc je vous ferai un retour plus tard le lendemain au temps de jour, afin de vous encourager à compléter un dossier de candidature. Sur ce dossier, sachez que vous allez avoir des infos personnelles à remplir, aussi également vos formations et votre expérience professionnelle. Vous allez avoir notamment 3 essais du genre à répondre, de genre pourquoi ce programme, qu'est-ce qu'il pourra vous apporter, donc, etc. Il y aura des frais annexes aussi à compléter, à rajouter, tels que votre pièce d'identité, donc votre CV, etc. Une fois qu'il sera complété, donc il sera transmis au directeur académique, dans ce cas-là, Franck Cézanne, qui va donc statuer votre admissibilité au programme. Tu peux avancer, Franck, s'il te plaît. Voilà, donc je voulais juste vous faire un petit rappel donc, au dépôt de votre candidature. Donc, dans le cadre du certificat exécutif analyse et évaluation d'entreprise, la deadline s'annonce le 30 avril 2021.
sachant que la date de rentrée, elle est le 17 mai 2021. Et pour le certificat financement de l'entreprise et fusion d'acquisition, la deadline sera le 30 septembre 2021 et la date de rentrée le 18 octobre. Donc, alors, je vois qu'il y a une question, Pedro. Ce programme dure 1 an, en mai et en octobre, novembre. Oui, alors attention, donc il y a les 2 certificats, pour bien que vous compreniez. Ce premier certificat, il a lieu en mai et en juillet. Il démarre le 17 mai et ça se termine en juillet. Le deadline pour s'inscrire, c'est le 30 avril, puisqu'on a un late admission test, en fait. Et le deuxième certificat, il démarre, lui, en octobre et il a lieu aussi en novembre, mais on peut s'y inscrire, pour ceux qui veulent s'y inscrire séparément, le 30. Si vous voulez faire les 2 certificats, c'est-à-dire les 4 modules, puisque chaque certificat, c'est 2 modules, effectivement, ça dure à peu près 1 an. Vous avez raison, puisque vous démarrez en mai, puis juillet, puis octobre, puis novembre. Et il y a surtout le diagnostic stratégique et financier, comme l'a dit Hervé, qui est assez lourd, et que lui, on rend en général, on rend également en décembre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci Franck. Voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. Nous sommes là pour vous répondre. Nous avons encore le temps. Ne soyez pas timide. Bon, en tous les cas, je vous précise que demain, je vais vous envoyer un email avec un petit résumé de tout ce qui a été dit aujourd'hui ici. Voilà, comme vous pouvez voir, donc il y a mes contacts sur ce slide. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous en avez. Si vous souhaitez donc passer un entretien avec moi aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Je serai là pour vous accompagner pendant tout le processus de candidature. Et j'attends encore vos questions. Il nous reste encore quelques minutes. Le cas qu'on vient de voir, c'est le programme 1, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, puisque c'est de l'évaluation. Donc, c'est les multiboursiers, vous avez raison, c'est bien le programme 1. Bonne question. Mais il y a une continuité parce que la notion de valeur, elle se retrouve aussi, bien sûr, dans les opérations de fusion-acquisition. Donc, mais vous avez les multiboursiers et les cas d'analyse comme ça de Maisons du Monde, ben oui, c'est plutôt dans le premier certificat qu'on le voit. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à contacter Pedro et n'hésitez pas à lui poser toutes les questions et il reviendra vers vous de toute façon. Je remercie beaucoup notre ami Hervé de sa présence et de son témoignage, de sa disponibilité et j'espère bientôt vous voir sur le campus à Jouy puisque j'espère qu'en mai prochain, on sera libéré de nos masques et de nos confinements respectifs pour ceux qui sont dans des pays où il y a des confinements et que vous pourrez tous nous retrouver sur le campus comme chaque année normalement. Merci à tous. Bonsoir, merci. Je te repasse la parole. Bonsoir Hervé et je te laisse conclure. Bon, je vous remercie encore à tous pour votre présence ici. Merci Franck, merci Hervé, merci tous les spectateurs. Je vais conclure donc cette présentation et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.